Il était une fois, dans un village entouré de hautes herbes et d'arbres murmurants, vivait une jeune fille nommée Nala. Nala était connue pour sa curiosité. Elle menait une vie moyenne, peu remarquée, et n'était pas très populaire dans le village. Elle cherchait à explorer et à vivre plus que le monde autour d'elle, et était généralement toujours seule. Un soir, alors que le soleil peignait le ciel de teintes oranges et roses, Nala décida de faire une promenade près de la rivière qui coulait doucement à côté du village. Elle aperçut une lueur sous les eaux claires. C'était un collier orné de coquillages aux couleurs envoûtantes. Elle le ramassa, complètement captivée. Elle se demandait qui avait pu laisser ce magnifique collier sur le rivage de la rivière. La curiosité prit le dessus sur Nala et elle décida d'essayer le collier. Dès que Nala ferma le collier autour de son cou, en connectant les fermoirs, l'air scintilla et la rivière commença à murmurer avec mécontentement. Nala ressentit un frisson dans l'air et tout devint soudainement silencieux. Les grillons dans les buissons ne faisaient aucun bruit. Le vent continuait à souffler mais ne faisait aucun son. Tout était dans un silence total. Elle entendit alors soudainement une voix minuscule venant des eaux disant « Pourquoi cette jeune fille porte-t-elle le collier de Malika ?» Elle prêta attention et remarqua que c'était un poisson parlant à un autre poisson. Elle était incrédule, essayant encore de comprendre si les voix venaient vraiment des poissons. « Bonjour, es-tu celui qui me parle ?» dit-elle. Les poissons furent choqués et s'enfuirent tous les deux. Bientôt, elle entendit son nom. « Nala, Nala, s'il te plaît, viens !» Et tout revint à la normale. Elle se tourna et courut vers sa mère. En s'approchant de sa mère, cette dernière demeura stupéfaite devant Nala pour une raison qu'elle ne comprenait pas. « Maman, tout va bien ?» demanda Nala. « Oui, » répondit sa mère. « Va chez le vendeur d'huile et aide-moi à acheter de l'huile fraîche. » Nala se rendit rapidement chez le vendeur d'huile, mais en route, elle remarqua que tout le monde la regardait. Les vieux comme les jeunes la fixaient tous. Elle arriva chez le vendeur d'huile, mais après l'échange, le vendeur refusa de prendre de l'argent d'elle. Elle commença à se demander si c'était le collier qui avait provoqué cette chance. Sur le chemin du retour, elle entendit de loin une voix profonde d'homme disant « Va donner le collier à Maliaka ». Elle regarda autour d'elle et vit un grenouille sur la route. Elle dit d'une voix confuse « Tu me parles ?» Vous suivez m'activité dans l'amour. Le crapaud répondit « Oui, ce collier ne t'appartient pas. »« Qui est le propriétaire du collier ?» demanda-t-elle. « Maliaka » répondit la grenouille. Elle commença à courir loin du crapaud, de peur, pour aller donner l'huile à sa mère et aussi rendre le collier. En rentrant chez elle, elle trouva sa mère et un homme de la garde du roi. « Le village est attaqué, » dit l'homme. « La place du marché est déjà réduite en cendres. Vous devez fuir maintenant. » Nala et sa mère commencèrent à paniquer, mais avant qu'elles ne s'en rendent compte, elles étaient entourées par les guerriers. Toutes deux tombèrent face contre terre avec peur, tandis qu'un des guerriers demandait à Nala de montrer son visage. Elle se leva et regarda directement dans les yeux des guerriers, et tout devint silencieux à nouveau. Ils la regardaient tous avec des yeux pleins de désir, sans parler. Une vague de confiance et de pouvoir la frappa, et elle marcha majestueusement vers les hommes. Elle toucha le visage du cheval et regarda droit dans les yeux des guerriers. « Emmenez vos hommes et partez, » dit-elle. Comme par magie, les guerriers se retournèrent tous et partirent, se regroupant pour quitter le village. Le garde du roi qui était avec Nala cria « Nala a sauvé le village !» appelant les autres villageois déjà en fuite et en train de se cacher. Elle fut portée sur les épaules des villageois à travers le village. Tout le monde dansait, appelant Nala héroïne. Le roi, captivé par sa beauté et par ce qu'elle avait fait, donna à elle et à sa mère une maison avec du luxe comme celui du palais. Au cours des semaines suivantes, Nala fut le sujet de toutes les conversations du village. Chaque commérage à chaque coin de rue parlait d'elle. Chaque fois qu'elle passait à travers le village, elle marchait avec une aura de beauté et de séduction. Elle pouvait faire faire à tout le monde ce qu'elle voulait et chaque homme tombait amoureux d'elle. Même lorsqu'elle était à l'école du village, tout ce qu'elle faisait semblait attirant. Elle aimait et profitait du pouvoir que le collier lui donnait, même si elle savait qu'elle devrait le rendre. Un jour, Nala se promenait pour obtenir son quotidien d'attention. Elle vit deux belles femmes la regarder et s'approcher. Elles portaient toutes les deux des colliers identiques à celui qu'elle portait. Nala,
Pourquoi refuses-tu de rendre le collier à notre sœur » dirent-elles. « Qui êtes-vous et que voulez-vous dire » répondit-elle. « Ce collier appartient à notre sœur Maliaka, fille et souveraine des eaux, et tu dois le rendre aujourd'hui, ou nous inonderons ton village et tous ses habitants, dirent-elles. Nala, envahie par la peur, décida de suivre les femmes jusqu'à la rivière. En arrivant à la rivière, elle vit une sirène assise sur le rivage. « Alors c'est toi, Nala, qui m'as empêché d'aller dans le monde des humains, » dit la sirène. « Non, je ne savais pas, » balbutia Nala avec peur. Elle remit le collier à Maliaka, mais regarda une dernière fois son reflet. Elle était envahie par la désespérance et l'intoxication de la beauté et décida de tirer le collier à elle. Elles se tirèrent toutes les deux, se battant jusqu'à ce que le collier se brise en morceaux. Maliaka et les deux femmes poussèrent des cris si forts que les eaux grondèrent, ce qui fit passer Nala dans les pommes. Elle se réveilla en voyant des barres d'os solides arrangées de manière ordonnée. Puis cela devint un peu plus clair et elle découvrit qu'elle était dans une cage entourée d'eau. Elle vit Maliaka parler avec deux autres sirènes au loin. « Comment peut-elle être entourée d'eau mais ne pas être touchée par l'eau » pensa-t-elle. « Je t'ai dit de rendre le collier » dit une voix. Elle se retourna et vit le crapaud qui l'avait averti auparavant dans le marécage et les deux poissons parlants nageant à ses côtés. Puis la reine sirène s'approcha d'elle, ses cheveux d'ébène brillants comme le ciel nocturne. Entourée d'un royaume aquatique vibrant, une sirène majestueuse ornée d'écailles iridescentes et d'une couronne de corail émergea comme la source de la mélodie envoûtante. « Nala, » dit la voix de la sirène, « je suis la reine Maliaka, la gardienne des eaux. Ta présence ici était destinée par les profondeurs de ta cupidité. Pourtant, les courants du destin sont vastes et complexes. Tu resteras ici sous l'eau, et avec tes larmes, ta douleur et ton chagrin, je me ferai un collier. » Nala trembla de peur et paniqua, imaginant le stress et la douleur que sa mère endurerait et l'isolement auquel elle ferait face dans sa prison aquatique. Les mois passèrent, et Nala se lamentait de regret, incapable de quitter sa cage. Une nuit sombre, les sirènes et les tritons se rassemblèrent pour leur discussion du soir. Elle décida d'essayer de séduire le triton gardant sa cage. « Alors, ce sont toutes des écailles, » dit-elle. « Excuse-moi, » répondit le triton. « Alors, ce sont toutes des écailles là-dessous » dit Nala. Le triton la regarda avec un visage sans expression, sans aucun indice d'émotion. Il se tourna ensuite, lui donnant aucune réponse. Elle continua de parler pendant des heures, mais le triton ne lui donna aucune réponse. « Ce n'est pas ma faute, je ne pouvais plus imaginer être cette fille moyenne et peu remarquée, » dit Nala. Le triton se tourna et nagea lentement vers Nala. « La beauté vient de l'intérieur, et l'aura d'un faux attrait finit par conduire à une cage comme la tienne, » dit-il. Nala resta sans voix. Elle recula jusqu'au coin de sa cage et pleura. Des semaines passèrent et Nala resta silencieuse. La grenouille et les poissons venaient la réconforter, mais elle restait muette pendant des jours. Un matin, en ouvrant les yeux, elle vit le même garde se tenant juste au-dessus d'elle. Elle se leva en sursaut. « Que fais-tu » dit Nala. Le triton la regardait d'un regard stoïque. « Suis-moi. Je veux te montrer quelque chose, » dit-il. Il lui passa un collier autour du cou. « Cela te permettra de respirer sous l'eau. » Il la porta, la soulevant doucement comme si elle était une enfant. Il entra dans l'eau et ses jambes redevinrent comme celles d'un poisson. Bientôt, elle pouvait respirer sous l'eau et elle s'agrippa fermement à lui. Seules nageoires se déplaçaient avec une force incroyable et ils se déplacèrent dans l'eau avec une vitesse de rapace. Elle fixait son visage, mais il restait concentré sur sa destination. Bientôt, ils arrivèrent dans un endroit avec des coraux jaunes vibrants et des fleurs sous-marines. Le soleil se reflétait à la surface de l'eau et tout semblait magique. Elle s'exclama de joie. « C'est magnifique !» dit-elle, laissant échapper un large sourire en nageant vers les fleurs et les poissons qui folâtraient autour d'elle. Le triton se tenait là et la regardait, laissant apparaître un sourire à peine visible. « Je ne connais même pas ton nom, » dit Nala. Il fit une pause d'1 minute et la regarda. « Ninzam, » répondit-il. Nala sourit et dit « Merci, Ninzam. »« C'est Ninzam, » dit-il en riant. « Je pense que nous devrions rentrer maintenant
avant qu'il ne découvre que tu as disparu. » Nala fut surprise que Ninzam l'ait emmenée dehors de son propre chef. Ce n'était pas un ordre. Il risquait d'être puni pour elle. Ninzam la ramena à la prison et Nala, qui était autrefois une prisonnière silencieuse, devint joyeuse. Elle recommença à parler et Ninzam, d'abord réticent, commença à apprécier la conversation. Ils parlèrent de leur vie différente et de leurs rêves. Les semaines se transformèrent en mois et Ninzam avait emmené Nala dans presque tous les endroits pittoresques de la mer. Cette relation étrange devenait une histoire d'amour. Ils nageaient ensemble comme des couples, se faufilaient comme des adolescents, et d'une manière ou d'une autre, ils passaient inaperçus. Un jour, Ninzam et Nala étaient absorbés dans leur conversation lorsque Maliaka apparut soudainement. « Je pense que ma cage censée te faire souffrir est maintenant plus comme ta grotte de Mans, » dit Maliaka. Ils retournèrent rapidement à leurs positions respectives. Maliaka le remarqua et s'éloigna simplement. « Que va-t-elle faire » demanda Nala. « Je ne sais pas, mais je pense que nous devons être prudents maintenant, » répondit Ninzam. Le soir du lendemain, Ninzam nagea rapidement vers Nala, le visage inquiet. « Vous suivez maturité dans l'amour. » « Nous devons partir maintenant, » dit-il. « Il prévoit de t'envoyer aux profondeurs hurlantes. Quiconque y va n'en revient jamais. » Il porta rapidement Nala et nagea à grande vitesse vers la rive. Lorsqu'ils arrivèrent sur la berge, il la posa sur le rivage et toucha son visage doucement. « Tu es libre maintenant, » dit-il. Nala, sans collier, le supplia de venir avec elle, mais il dit qu'il ne pouvait pas. « Je dois revenir et assumer la responsabilité, » dit-il. Soudain, une main le tira hors de l'eau. Il repoussa rapidement Nala loin en arrière. 3 soldats tritons surgirent de l'eau et emmenèrent Ninzam. Nala cria « Non, s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal, je vous en prie. » Et en quelques secondes, ils avaient disparu. Tandis que Nala criait sur le rivage, des villageois l'entendirent et accoururent vers la rivière. « Nala est de retour !» crièrent-ils. Mais Nala pleurait de douleur. Nala retrouva sa mère et lui expliqua tout. Mais sa mère et les villageois pensèrent qu'elle était devenue folle et qu'elle inventait tout cela. Sa mère décida d'emmener Nala loin du village pour éviter qu'elle ne retourne à la rivière. Les mois passèrent, et bientôt Nala découvrit qu'elle était enceinte. Confuse mais intriguée, Nala décida de retourner à la rivière. Quand la nuit tomba, elle s'échappa de la maison, courant des kilomètres loin du village, errant à travers des chemins sombres. Finalement, elle arriva à son ancien village. Nala se dirigea directement vers la rivière. Quand elle arriva sur la berge, elle cria des noms mais n'obtint aucune réponse. « Ninzam! Maliaka! Ninzam !» Mais elle n'obtint toujours pas de réponse. Elle décida de plonger dans la rivière. En portant le collier que Ninzam lui avait donné, elle pouvait respirer sous l'eau. Elle erra pendant des heures à la surface de la rivière, incapable de trouver quiconque. Nala pleura dans l'eau, criant des noms. Soudain, elle vit une silhouette arriver à grande vitesse sous l'eau. Cela devint plus clair à mesure qu'elle s'approchait. C'était un triton, mais ce n'était pas Ninzam. Le triton saisit son bras et l'entraîna dans les profondeurs. En arrivant au royaume de mon peuple, Maliaka et son conseil la fixèrent d'un œil à la fois en colère et fasciné. « Tu es revenu de toi-même » dit Maliaka. « J'ai besoin de voir Ninzam. Je suis enceinte de son enfant, » dit Nala. La sirène resta sous le choc. « Nous l'avons envoyé aux profondeurs hurlantes pour avoir désobéi à sa reine, et il ne sera jamais revu, » dit Maliaka. Nala cria à nouveau de douleur. « Non, s'il vous plaît, emmenez-moi aux profondeurs hurlantes. Je dois retrouver Ninzam, s'il vous plaît. » Nala fut escortée jusqu'au bord des profondeurs hurlantes. C'était un trou sombre avec des eaux tourbillonnantes comme un ouragan sous-marin. La peur s'empara de Nala et elle déglutit alors que son cœur battait bruyamment. « Les sirènes d'abord, » dit Maliaka. Nala ferma les yeux, prit une profonde inspiration et se laissa aller, tombant tête la première dans l'abîme sombre. Alors qu'elle tournoyait dans le trou sombre, elle entendit un bourdonnement profond, comme la voix d'un homme. « Qu'est-ce qui pouvait avoir une voix d'homme aussi belle ?» pensa-t-elle. Puis elle ouvrit les yeux et vit une faible lumière au loin. Une lueur d'espoir s'alluma dans son cœur. Peut-être qu'elle y trouverait Ninzam. Mais à mesure qu'elle s'approchait, la lumière devenait plus vive.
tellement vive qu'elle dut fermer les yeux. Elle entra dans la lumière, et tout devint silencieux. Elle ouvrit légèrement les yeux et vit une silhouette floue la regardant. « Ninzam » murmura-t-elle. L'image devint plus claire. C'était une femme se tenant au-dessus d'elle avec un visage souriant. « Bienvenue, Nala. Nous t'attendions, » dit Solia. Nala regarda autour d'elle et vit qu'elle était assise sur un rivage. Derrière elle s'étendait une mer si vaste qu'elle se perdait dans les ténèbres. « Où suis-je? Comment savez-vous mon nom? Où est Ninzam ?» balbutia-t-elle, confuse. L'arrivée d'une femme enceinte tombant à travers l'abîme par amour. « Oh, tout se réalise !» dit Solia. « Que voulez-vous dire, tout se réalise? Comment y a-t-il de la terre ferme sous l'eau? Et où est Ninzam ?» demanda Nala. « Ninzam est dans la prison sombre en attente d'exécution. Il sera exécuté dans quelques jours, » répondit Solia. Nala eut un hoquet de peur. « Non, je dois le voir, s'il vous plaît. Je vais t'emmener à lui, mais d'abord, je dois te conduire à la ville. Nous t'attendons depuis très longtemps, » dit Solia. Nala, toujours confuse, la suivit. « Ce n'est pas une sirène, elle a des jambes. Comment est-ce même possible ?» pensa Nala. Mais avant qu'elle ne puisse parler, elle vit un mur géant fait de feuilles vertes verticales. En le traversant, elle vit des maisons blanches aux toits de diamants bleus cristallins, de grands arbres aux feuilles géantes de différentes couleurs, et le sol de la rue était rempli de sable blanc, comme celui d'une plage. Alors que Nala et Solia marchaient, des gens sortaient vêtus de vêtements ornés de diamants et de pierres brillantes. Musire maturité dans l'amour. Ils murmuraient entre eux. « Est-ce réel? Est-ce elle ?» Un groupe de femmes arriva, marchant majestueusement pour les accueillir. « Tu dois être Nala, » dit l'une d'elles. « La reine t'attend. Mais d'abord, tu dois te changer pour être présentable. » Nala était toujours confuse et sous le choc. Elle ne pouvait pas rêver, pensait-elle. Elles la conduisirent dans une pièce. Elle s'émerveilla devant la beauté de son architecture. Des peintures du Nil étaient dessinées sur le mur. Le toit reflétait la lumière dans toute la maison, et cela semblait magique alors que Solia commençait à choisir des vêtements pour Nala. « Comment est-ce possible? Votre peuple est-il des humains vivant sous l'eau? Comment y a-t-il de la terre ferme sous l'eau ?» Solia la regarda et s'assit. « Je sais que c'est trop pour toi, mais tu as été envoyé ici pour nous ramener à la surface. Tu étais sur la surface auparavant, » répondit Solia. « Je vais te raconter notre histoire. Il y a des milliers d'années, nous vivions sur cette île à la surface. Nous étions le peuple Seruiz. Nous travaillions et étions proches du peuple Maï, le peuple de la mer, et nous étions riches en diamants et en nourriture abondante. Le peuple de la mer pouvait marcher sur terre grâce aux colliers que nous leur fournissions. En retour, nous échangions les trésors de la mer. Des gens du monde entier venaient avec des navires pour commercer, et nous étions la civilisation la plus riche et la plus avancée de la terre. Des tentes dorées volantes venaient commercer avec nous, et nous échangions notre savoir avec les commerçants et les étrangers. Nous étions dirigés par un roi et une reine. Le sang de la terre et de l'eau coulait dans leurs veines, faisant d'eux les héritiers légitimes du trône. Mais le peuple Maï, les enfants de l'eau, n'étaient pas satisfaits de la manière dont le roi gouvernait. La reine des mers se plaignait que son peuple n'était pas suffisamment bien traité, et les étrangers perturbaient leurs eaux avec des naufrages. Le roi proposa une solution en fabriquant de meilleurs navires à échanger aux étrangers lorsqu'ils viendraient. Mais quelle que soit la solution proposée par le roi, le peuple des mers n'était pas satisfait. Il détestait les étrangers, et bientôt cette haine mena à la guerre. Le peuple des mers combattit les étrangers qui venaient et les chassa, ce qui mit en colère le roi. Le peuple des mers et le peuple Seruiz commencèrent une guerre entre eux. Le roi mourut dans la guerre, en fredonnant sa chanson préférée. Le pilier de l'équilibre fut détruit, créant les profondeurs hurlantes qui nous ont engloutis, et le pilier de la lumière et de la vie, qui est détenu par la reine, est encore la raison pour laquelle nous sommes tous vivants à ce jour. Toi, ma chère Nala, est l'accomplissement de notre prophétie. Un enfant de l'eau et de la terre, en toi le pilier de l'équilibre se manifestera. De nombreuses sirènes ont essayé d'avoir un bébé ainsi, mais cela ne fonctionne jamais. Toi, ma chère, as apporté l'espoir et la rédemption. Nala resta silencieuse pendant quelques minutes, puis elle parla. Tu me dis qu'il y avait autrefois une île sur cette rivière d'où je viens?
L'eau est connectée, ma chère. L'eau, c'est la vie, et la vie est partout, répondit Solia. Nala fit une pause à nouveau. Et Ninzam, qu'adviendra-t-il de lui? C'est à la reine de décider, dit Solia. Allons la rencontrer, dit Solia. Nala et Solia marchèrent dans la rue, tandis que tout le monde la fixait. Elles atteignirent un palais enveloppé de lumière. Le son de leurs pas résonnait alors qu'elles se rapprochèrent du trône, où la reine était assise majestueusement, et ses princesses se tenaient autour d'elle. Vous suivez maturité dans l'amour. Une belle reine avec une couronne de diamants et une cuirasse en or, tenant une fourche blanche, sourit à Nala. « Bienvenue, fille rachetée. Tu nous as apporté un cadeau que nous attendions depuis d'innombrables années. » Nala tomba à genoux. « On m'a dit que je porte l'enfant choisi, mais s'il vous plaît, j'ai juste une demande. Laissez Ninzam être libre. » La reine resta silencieuse et dit « Pour que la graine règne sur le jardin, le planteur doit mourir. Je suis désolée, Nala. »« Qu'est-ce que cela signifie? Allez-vous tuer Ninzam ?» demanda Nala, effrayée et confuse. Solia finit par parler. « Dans la prophétie, le planteur Ninz doit mourir pour que la graine règne. » Nala semblait effrayée et confuse. « S'il vous plaît, puis-je voir Ninzam ?» La reine ordonna aux gardes d'emmener Nala à la prison où Ninzam était retenu. Ils entrèrent dans une grotte avec des os brisés et des crânes éparpillés au sol. Là, dans la grotte solitaire, elle vit Ninzam. « Ninzam, c'est moi, Nala. Comment vas-tu » dit-elle en pleurant. Ninzam se rapprocha des barreaux de la prison. « Nala, ça va, tu es enceinte » dit-il. « Oui, je le suis pour toi » répondit-elle, souriant et pleurant en même temps. Ils se tenaient les mains fermement. Nala demanda aux gardes de les excuser car ils avaient besoin de discuter en privé. Nala raconta à Ninzam qu'elle trouverait un moyen de le faire sortir de la prison pour qu'ils puissent s'enfuir ensemble. Ils discutèrent un moment, puis elle partit. Le lendemain matin, alors qu'elle planifiait comment libérer Ninzam, elle ressentit un coup de pied et une douleur aiguë dans son ventre. Elle cria et Solia entra dans la pièce. « Que s'est-il passé ?» demanda Solia. « Je viens de ressentir une douleur aiguë dans mon ventre, » répondit Nala. « De combien de lunes est la grossesse ?» demanda Solia. « Je ne sais pas pour les lunes, mais le bébé a environ 6 mois, » dit Nala. Solia s'exclama de joie. « Tu vas bientôt accoucher alors. Les sirènes portent leurs enfants pendant 6 lunes. » Nala était sous le choc. Elle pensait avoir plus de temps pour elle-même, mais elle se trompait. Elle devait trouver un moyen de libérer Ninzam et de s'échapper de la ville. Elle demanda à Solia comment quitter cet endroit. « Par la mer d'où je t'ai amené, mais ce n'est pas sûr. Beaucoup de nos gens ont essayé de quitter cet endroit par la mer, mais en quelques jours, nous retrouvons toujours leur corps sur le rivage, » dit Solia. Nala, impassible face aux paroles de Solia, croyait que rien ne leur arriverait à elle et à Ninzam. Alors elle continua à élaborer un plan d'évasion. Elle découvrit que le garde qui détenait les clés de la porte de la prison avait la clé dont elle avait besoin. Le soir du 3e jour, Nala alla raconter à Ninzam son plan. Elle ferait semblant d'être en travail devant le garde pour voler ses clés. Nala et Solia partirent se promener plus tard ce jour-là et Nala mit son plan à exécution. Lorsqu'elle fut devant le garde, elle cria « Mon ventre, mon ventre !» Le garde se précipita vers elle et Nala subtilisa soigneusement les clés. Mais au milieu des cris simulés, le bébé royal décida que c'était le moment parfait pour sortir de sa mère. Nala hurla de douleur et sa poche des os se rompit. On la transporta dans la maison des servantes où Nala donna naissance à un garçon. Le bonheur et la tristesse envahissaient le cœur de Nala car elle savait que si elle ne sauvait pas Ninzam, il serait exécuté. Après le départ des gens. Ce soir-là, elle prit son bébé et s'enfuit vers la prison avec la clé. « Ninzam, c'est moi. Nous devons partir maintenant et très vite. Peu importe ce qui arrive, tu dois quitter cet endroit, » dit Nala. Ninzam porta le bébé pour soulager Nala et lui donner plus d'énergie, et ils coururent tous deux vers la mer. Solia entra dans la pièce où Nala était et ne trouva personne. Alors que Solia s'apprêtait à sortir, elle trouva des gardes à la porte l'informant que Ninzam avait disparu. Solia réalisa que Nala essayait de s'enfuir. Alors, elle et les gardes coururent vers la mer. Nala se retourna et vit des silhouettes s'approcher au loin. « Nous devons aller plus vite. Ils sont déjà derrière nous, »
dit Nala. En traversant les murs verts, elle pouvait entendre Solia crier « Nala, attends, ça n'a pas à être comme ça !» Alors que Nala et Ninzam, portant le bébé, s'approchèrent de la mer, ils commencèrent à entendre le fredonnement. Il devenait plus clair et plus fort à mesure qu'ils approchèrent du rivage. Les gardes, déjà désespérés et impatients, commencèrent à tirer des flèches. Alors que Nala courait, elle se retourna et vit une flèche se diriger droit vers Ninzam. Elle le poussa de côté de toutes ses forces, ce qui fit tomber Nala et heurter sa tête contre un rocher. Ninzam se releva et regarda en arrière, voyant Nala saigner. Il courut vers elle. « Nala, Nala, tout ira bien, respire juste !» Nala le regarda. « Cours, cours avant qu'il n'arrive ici. S'il te plaît, je t'aimerai toujours. » Nala se tut. Ninzam cria de douleur, ce qui fit pleurer le bébé aussi. Ninzam baissa les yeux sur ses mains couvertes du sang de Nala, ce qui lui fit encore plus mal. Il cria fort, et les pleurs du bébé résonnaient au-dessus de tout. Un vent fort se mit à souffler, emportant des particules de sable partout, empêchant Solia et les soldats de s'approcher. Le fredonnement devint plus fort avec le vent soufflant. Les cris du bébé résonnaient au-dessus de tout. Ninzam se leva et marcha dans la mer et la profondeur l'avala. Il se retrouva magiquement sur le rivage du village de Nala, avec du sang encore sur ses mains. Ninzam regarda le bébé et l'appela. Si vous voulez voir la deuxième partie, merci de commenter continue, de liker et d'enregistrer la vidéo. N'oubliez pas non plus de la partager avec vos amis et vos proches. Nous publierons le prochain épisode en fonction de vos réactions. Merci et à bientôt. Vous suivez Maturité dans l'amour.